Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux au nom du comité scientifique et également au nom du comité d'organisation des rencontres Convergence Santé Hôpital de cette 12e édition de vous accueillir ce soir au Palais des Congrès de Dijon. C'est une première puisque c'est une rencontre grand public que l'on vous propose ce soir en préambule de cette rencontre professionnelle qui accueillera à partir de demain sur Dijon près de 800 professionnels puisque ces rencontres sont un lieu d'échange des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, des établissements de santé et également un lieu de proposition. Mais on a souhaité ce soir vous faire partager le privilège de la venue d'un spécialiste du sommeil, puisque le sommeil est un véritable problème de santé publique et on a la chance également d'avoir un centre du sommeil en pointe sur le CHU de Dijon. Donc nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir le docteur Marc Ray, qui est responsable du Centre du sommeil et de neurophysiologie clinique à l'AP-HM, spécialiste du sommeil, qui va donc nous parler et nous proposer une conférence sur dormir pour construire son cerveau. Et cette conférence sera modérée, et là aussi c'est un privilège, et je la remercie également, par le docteur Martine Lesme-Martin, qui est responsable, chef de service du service de neurophysiologie clinique du CHU Dijon-Bourgogne. Voilà, sans plus attendre, je vais leur passer la parole, vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de cette conférence et à la fin de la conférence, n'hésitez pas, il y a un temps qui sera prévu pour un échange avec ces deux orateurs. Donc, si vous avez des questions, gardez-les et ils s'efforceront d'y répondre. Merci à tous, bonne soirée. Bonjour. Je remercie beaucoup les organisateurs des rencontres. Attendez. Donc, Santé Hôpital, de m'avoir invité pour vous parler du sommeil. Alors, en principe, les diapos devraient s'afficher, puisque moi je les ai à l'écran, mais pas vous, donc vous allez bientôt les voir. F5. Oups. Attendez. Il n'y a pas de souci. Voilà. F5. Et attends, on va mettre le diaporama. Parfait. Nous y voilà. Donc, l'objet de cette conférence, c'est dormir pour construire son cerveau. Et on peut bien entendu se poser la question, mais notre cerveau, il n'est pas construit. Et le cerveau, c'est un organe en construction. Et vous voyez donc ici un cerveau adulte. Ce cerveau comporte des plis et le cortex cérébral qui est ici, vous voyez, c'est une structure avec des cellules qui sont entassées en 6 couches. Et dessous, c'est des voies blanches, c'est la communication entre ces différentes régions. Et au sein de ces couches, vous avez des neurones qui se caractérisent par, d'une part, ce qu'on appelle des dendrites, qui sont des prolongements qui vont recevoir des informations des autres neurones, et puis un axone qui, lui, va conduire l'information un peu plus loin, parfois très loin. Et donc, c'est ces voies blanches qui vont partir, éventuellement pour aller jusqu'au niveau de la moelle épinière, pour pouvoir commander nos muscles. Et ce cerveau est en construction permanente. Comme on peut le voir sur cette diapositive, vous avez ici le cerveau d'un enfant de 5 mois. Vous voyez qu'il n'est absolument pas plissé. Et puis, progressivement, les sillons vont se creuser et se mettre en place. Donc, vous voyez toute cette mise en place à 9 mois, avec un cerveau qui est plissé comme celui que je vous ai montré de l'adulte. Et ici, vous avez les 6 couches du cortex du nouveau-né. Vous voyez que, en l'espace de 2 ans, eh bien, ces 6 couches
vont bien entendu se caractériser par une multiplication des neurones et surtout une multiplication de leurs connexions. Et donc on peut se dire que pendant l'enfance, au moins pour les premières années, eh bien, il va falloir construire le cerveau. L'enfant doit construire son cerveau, mais cette construction se refait également à l'adolescence. Et à l'adolescence, ici, vous avez le volume des voies blanches, c'est-à-dire des fibres. Eh bien, vous voyez que là, vous avez un travail qui a été fait chez l'homme, en IRM, c'est-à-dire avec une méthode d'imagerie qui nous permet de voir la substance blanche et la substance grise. La substance grise, c'est les cellules nerveuses, c'est les 6 couches que je vous ai montrées. La substance blanche, c'est ce qu'il y a dessous. Et on voit qu'au cours de l'adolescence, 10, 15, 20 ans, eh bien, on a une augmentation de la substance blanche et une diminution de la substance grise. C'est-à-dire qu'au cours de l'adolescence, un certain nombre de neurones vont disparaître, mais ceux qui restent vont être beaucoup mieux connectés. Et donc, il y a un travail de maturation cérébrale, et donc le cerveau continue à se construire après l'enfance, pendant l'adolescence. Et pendant la vie, ça continue à se construire. Et ici, donc, le cerveau, à la surface du cerveau, vous avez des cartes fonctionnelles. Ici, vous avez la représentation du corps humain. Et vous voyez que au niveau de la main, eh bien, il y a une aire cérébrale qui est relativement importante, de même qu'au niveau de la face, alors que le tronc est représenté par un territoire cortical qui est beaucoup plus petit. Et donc, ces cartes corticales, elles dépendent de l'utilisation. Et normalement, on utilise pas mal nos mains. Et donc, on a de grandes cartes corticales pour représenter la sensibilité des mains. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été amputé des 2 mains, et à Lyon, je crois bien, on lui a fait une greffe de ses 2 mains. Et ici, vous avez la taille de la zone de représentation d'une de ses mains, 10 mois après la greffe, 17 mois après la greffe, 26 mois après la greffe. Et donc, vous voyez que la tache de couleur qui est ici va augmenter. Et donc, même chez l'adulte, le cerveau va continuer à se construire. C'est-à-dire que ces cartes cérébrales vont s'adapter à ce que fait le sujet. Donc, c'est très important de comprendre que le cerveau n'est pas un organe fixe et qu'il se construit. Le sommeil pour construire le cerveau. Alors, on va parler, bien entendu, du sommeil. Le sommeil, c'est universel dans le monde animal. Vous voyez ici un ours, une girafe, un chat, une vache, des écureuils. Tous les mammifères dorment. Donc le sommeil, ça doit être important. Parce que vous comprenez bien que cette vache, quand elle dort, là, eh bien, elle est quand même en danger s'il y a un lion qui veut la manger, ou un loup. Et donc, on comprend bien qu'il faut vraiment que le sommeil soit important pour qu'on puisse se laisser aller à un comportement aussi risqué dans le monde sauvage. Chez l'homme, la plainte sommeil augmente et elle devient très fréquente. Une étude de l'Institut national donc de l'éducation à la santé qui a été réalisée en 2008, on a posé la question à 1004 Français qui avaient entre 25 et 45 ans, est-ce que vous avez des troubles, des difficultés du sommeil ? 62% répondent oui. Est-ce que vous prenez des médicaments pour mieux dormir ? 13% répondent oui. Est-ce que vous dormez autant que ce dont vous avez besoin ? 45% répondent non, on dort moins que ce dont on a besoin. Est-ce que vous vous sentez bien réveillé le matin ? 25% se sentent mal réveillés le matin. Est-ce que vous avez tendance à somnoler dans la journée ? 10% se sentent somnolents dans la journée. Donc la plainte sommeil, actuellement, est une plainte qui est très fréquente et, nous le savons, vu la fréquentation des centres de sommeil et de nos délais de rendez-vous. Quelles sont les causes de la plainte sommeil ? Il y a essentiellement 2 grands types de causes. La privation chronique de sommeil, qui est la première cause. Les sujets se plaignent car leurs besoins ne sont pas couverts. Pourquoi les besoins ne sont pas couverts aujourd'hui ? Pour plusieurs facteurs. D'abord, la multiplication du travail horaire décalé.
Et donc, comme on a un travail à horaire décalé, eh bien, on va moins bien dormir et on va dormir moins longtemps. L'augmentation des activités en soirée avec le téléphone, la télévision, Internet, les tablettes. Et donc, on va, là aussi, allonger notre temps d'éveil pendant la soirée. Et puis, l'allongement des durées de transport, ce qui fait qu'on ne va pas arriver à la maison très tôt. Et donc, ça va conduire à une privation chronique de sommeil. Et donc, on va se plaindre parce qu'on est fatigué. Et puis, il y a bien entendu les troubles du sommeil, avec en particulier les insomnies, dont celles liées au stress. Et le stress est quelque chose qui augmente un peu. Et puis, les apnées du sommeil qui sont favorisées par l'obésité. Et donc, les sujets là se plaignent, car les troubles ne sont pas diagnostiqués et pas traités. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail au niveau des centres de sommeil. Alors, si le sommeil est important chez tous les animaux, dont les hommes, et si les sujets se plaignent, je crois que c'est important de connaître le sommeil et de savoir à quoi il sert, parce que pendant longtemps, on n'a pas su à quoi servait le sommeil. On pensait que ça servait à se reposer, et je vais vous démontrer que ça sert surtout au cerveau. Alors, le sommeil, qu'est-ce que c'est? Comment on le mesure? Ça, c'est un premier point. Comment il est construit au cours de la nuit? Est-ce qu'on s'endort le soir puis on se réveille le matin en ayant fait toujours la même activité? Comment il se construit au cours de la vie? Je vous ai montré que l'enfant n'a pas le même cerveau, en particulier le nouveau-né, que le sujet adulte. Quel est le besoin de sommeil, puisque nos besoins ne sont pas couverts, et à quoi sert-il? Alors, la mesure du sommeil repose sur des enregistrements dans lesquels on va mettre des électrodes au coin des yeux, au niveau du menton et sur la tête pour enregistrer l'activité électrique cérébrale. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les centres de sommeil. On va vous enregistrer votre sommeil, ce qui va nous permettre d'en avoir une mesure. Ces enregistrements nous ont permis de mettre en évidence deux types de sommeil. Il y a donc la veille et deux types de sommeil. Le sommeil lent. Alors, pendant la veille, votre activité électrique cérébrale est rapide et vous avez une interaction forte avec l'environnement. Vous allez réagir à ce qu'on vous dit, à ce que vous voyez. Vous voyez ici un chat éveillé avec une activité électrique cérébrale rapide. D'accord ? Et puis, il va passer en sommeil lent. Léger, l'activité électrique du cerveau se ralentit. Et puis, il y a une interaction faible avec l'environnement. Ici, vous avez un EEG qui est ralenti et un chat qui dort. Vous voyez qu'il est en position semi-érigée, comme ce veau ici. Et puis, un nouveau type de sommeil apparaît, qui s'appelle le sommeil paradoxal, dans lequel vous avez une activité électrique cérébrale rapide, comme lorsque vous êtes réveillé, et une interaction faible avec l'environnement, comme quand vous êtes en sommeil lent. Et donc, c'est ce deuxième type de sommeil. Et donc, vous voyez ici cette vache, pas besoin de l'enregistrer, mais elle est comme ça parce qu'elle est en sommeil paradoxal. Vous voyez qu'elle est tout à fait sur le côté, alors que là, comme le chat, là, elle est complètement hypotonique, elle est paralysée, ici aussi, alors qu'en sommeil lent, on n'est pas paralysé. Donc, c'est ce qu'on montre ici. Le sommeil lent, l'activité électrique du cerveau se ralentit, c'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil lent. Donc, entre ces deux traits gris, ça fait 1 seconde. Et donc, vous voyez que quand on est réveillé, eh bien, on a une activité électrique cérébrale qui est de l'ordre de 8 cycles par seconde. Et quand on est en sommeil lent, entre ces deux traits gris, il y a un seul cycle. Donc là, on est en sommeil lent profond. Donc, le sommeil lent, vous avez l'activité électrique de votre cerveau qui se ralentit. C'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil lent. En sommeil paradoxal, c'est très particulier. On a une activité électrique cérébrale qui ressemble à la veille, comme si vous étiez réveillé. C'est pour ça qu'il a fallu pratiquement 6 ans de bagarre entre 1953 et 1959 pour découvrir le sommeil paradoxal, où a participé, bien entendu, de façon considérable, l'école lyonnaise avec Michel Jouvet, donc, qui a décrit l'hypotonie, c'est-à-dire qu'on est paralysé au cours du sommeil paradoxal. On est paralysé, on ne peut pas bouger. Et donc vous comprenez, bien entendu, pour un animal qui fait l'objet d'une prédation, le danger dans lequel il est, puisqu'il est paralysé, il a le cerveau qui marche, mais il ne s'intéresse pas du tout à cette histoire, et puis on bouge les yeux. Donc là, les mouvements oculaires ont été découverts initialement par les Américains,
Et c'est pour ça qu'ils appellent ça le REM sleep, Rapid Eye Movement, parce qu'il y a des mouvements oculaires rapides au cours de cette phase de sommeil. Donc nous voilà avec un état de veille, du sommeil lent, du sommeil paradoxal. Comment ça s'organise au cours de la nuit? Eh bien, au cours de la nuit, le sommeil est organisé en cycles. Ici, vous voyez une nuit qui s'étend de 21h48 à 5h18 du matin, un éveil un peu précoce. Le sujet est d'abord réveillé, et puis il va passer en sommeil lent dans les différents stades de sommeil lent, et puis il va faire un épisode de sommeil paradoxal. Il finit son premier cycle et il se réveille. Il a fait un cycle de sommeil qui a une durée, chez l'adulte, d'autour d'une heure et demie. Chez l'adolescent, cette durée peut être beaucoup plus longue pour le premier cycle. Et puis un deuxième cycle s'enclenche avec à nouveau du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal, un éveil, un troisième cycle, du sommeil lent, du sommeil paradoxal, un quatrième cycle, du sommeil lent, du sommeil paradoxal. Et vous voyez qu'entre le premier cycle, très riche en sommeil lent et peu riche en sommeil paradoxal, et le dernier cycle, très riche en sommeil paradoxal et peu riche en sommeil lent, eh bien, ce n'est pas le même sommeil. Donc, entre le début de votre nuit et la fin de votre nuit, vous ne faites pas le même sommeil, même si vous faites des cycles de sommeil qui vont durer à peu près 1h30. Ce qui est très important, c'est que vous pouvez tout à fait le constater vous-même, puisque quand vous vous réveillez le matin, souvent vous sortez d'un rêve, parce qu'au cours du sommeil paradoxal, 8 fois sur 10, si on vous réveille en sommeil paradoxal et qu'on vous demande est-ce que vous rêviez, 8 fois sur 10, vous allez dire oui. Si on vous réveille en sommeil lent et qu'on vous demande est-ce que vous rêviez, il y a des chances que vous disiez non. Si on vous dit est-ce que vous aviez quelque chose dans la tête, 2 fois sur 10, vous allez dire oui, j'étais en train de rêver ou de rêvasser, mais ce n'est pas pour vous le même type de rêve. Donc beaucoup de rêves plus longs le matin. Et par contre, si on vous réveille au début de la nuit, vous êtes plutôt dans le pâté parce que vous êtes en sommeil lent profond et donc vous êtes beaucoup plus difficile à réveiller. Donc, il faut bien comprendre que si je vais me coucher alors que je me couche habituellement à 22h et je fais cette nuit, le jour où je me couche à 1h, à 2h du matin, ma nuit, elle démarre là, je ne vais pas faire du tout la même quantité de sommeil lent profond. C'est pour ça que les grands-mères avaient l'habitude de dire que le sommeil avant minuit était plus réparateur, parce que les enfants se couchaient largement avant minuit. Et donc, c'est sûr que quand ils allaient se coucher à 2h du matin, ils font beaucoup plus de sommeil paradoxal et beaucoup moins de sommeil lent profond. Et ceci a une répercussion, bien entendu, sur les gens qui travaillent la nuit. Chez le travailleur de nuit, la dette de sommeil se corrige en période de repos, en période de nuit non travaillée. Pourquoi ? C'est ce que nous avons montré avec des infirmières qui étaient des infirmières de nuit et qui n'avaient pas d'enfants à la maison. Et donc, vous avez en rouge les durées de sommeil la première nuit travaillée, donc quand elles rentrent chez elles et qu'elles dorment le matin, vous voyez qu'on est largement inférieur à 7 heures. La deuxième nuit travaillée, toujours en rouge, eh bien, vous voyez qu'on reste avec le même temps. Donc, elle a un sommeil qui s'est réduit. Et la troisième nuit travaillée, vous voyez que le sommeil diurne est encore plus court. Et donc, on n'a pas une tendance à augmenter la durée du sommeil alors qu'on est en privation de sommeil. Mais par contre, la première nuit non travaillée, donc premier jour de repos, enfin première nuit de repos, eh bien, vous voyez que là, on va avoir une montée du sommeil. On est à 9h36. Et puis, cette dette de sommeil qui commence à se corriger, va se corriger progressivement au fil des nuits non travaillées. C'est pour ça que les infirmières de nuit ont bénéficié des 35 heures avant les 35 heures généralisées. Pourquoi ? Pour leur permettre de récupérer des nuits travaillées de façon à ce qu'elles aient complètement récupéré en termes de dette de sommeil avant d'attaquer une nouvelle série de nuits travaillées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait d'augmenter les gens qui travaillent en horaire décalé augmente naturellement la dette de sommeil auquel on les soumet. Et ça, ils ne pourront la récupérer que quand ils ne travailleront pas la nuit ou qu'ils ne travailleront pas avec un horaire décalé.
Ce qu'on appelle un horaire décalé, c'est si vous travaillez avant 7 heures du matin et si vous travaillez après 22 heures le soir. Le sommeil, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné à la naissance. Les mères de famille qui ont eu des enfants savent très bien que le bébé ne fait pas ses nuits tout de suite, il faut lui apprendre. Et ici, vous avez sur ces ronds la représentation des 24 heures chez un enfant de 3 jours. En vert, c'est les périodes où il dort, et en blanc, c'est les périodes où il est réveillé. Vous voyez qu'on a beaucoup de mal à savoir où est la nuit, où est le jour, alors qu'on le voit parfaitement chez l'enfant de 10 ans, avec la nuit, il dort, et le jour, il est réveillé. Il a donc appris à faire ses nuits. Enfin, s'il a mis 10 ans, c'est assez pénible pour les parents. Vous voyez qu'on reste avec un sommeil polyphasique à 15 jours de vie, qu'à 1 an, on a une sieste le matin, une sieste l'après-midi. À 4 ans, on n'a plus qu'une sieste l'après-midi. À 10 ans, il n'y a plus de sieste, elle revient à la puberté, après la puberté, vers 18 ans. Donc si vous faites la sieste, ce n'est pas que vous êtes resté à l'âge de 4 ans. Donc ce qui est très important, c'est que vous voyez que ces périodes d'éveil surviennent pendant la nuit et les cycles du sommeil du tout petit, ce n'est pas 1h30, c'est 50 minutes. Et à la fin d'un cycle, on se réveille. Et donc, un enfant, un bébé, va se réveiller toutes les 50 minutes, toutes les heures à peu près. Et comme il ne tient pas des propos extraordinaires, il va plutôt avoir tendance à pleurer. Et donc, il ne faut pas forcément le nourrir à ce moment-là. Ce n'est pas forcément qu'il a faim ou qu'il souffre. Simplement, il exprime qu'il est réveillé. Et donc, il va râler un peu. Et donc, ça, bien entendu, il faut aujourd'hui l'apprendre aux jeunes mères qu'elles ne s'inquiètent pas parce que le bébé se réveille toutes les heures la nuit. C'est quelque chose de relativement physiologique. Et donc, par contre, la mère doit lui apprendre à dormir la nuit. Et ça, c'est pas forcément facile si vous rentrez tard du travail et que vous avez mis votre enfant dans une crèche ou chez une nourrice et que à la crèche ou pendant la nourrice, eh bien, on l'a fait beaucoup dormir la journée. Du coup, il est en pleine forme et il va rester réveillé, bien entendu, plus longtemps la nuit, un peu plus longtemps. Enfin, un enfant de 15 jours, ça dort quand même plus de 14 heures par jour. Donc, il faut simplement lui apprendre à faire la majorité de ses heures plutôt la nuit. Comment ça se passe après? Eh bien, après, vous voyez que le temps de sommeil va fluctuer. Ici, c'est une étude qui a porté sur 688 sujets qui ont été recrutés alors qu'ils avaient entre 1 et 19 ans. On les a recrutés en 85, c'est une étude scandinave. Et puis, on les a réinterrogés en 1990 et réinterrogés en 1995. Donc, ceux qui avaient 19 ans ont maintenant 29 ans en 95. Et ceux qui avaient 1 an, eh bien, ils avaient donc à ce moment-là 10 ans. Et on regarde les durées de sommeil avec les heures de coucher, vous voyez. Donc l'enfant qui a moins de 2 ans, habituellement à 21h30, il était couché et il dormait jusqu'à 8 heures. En blanc, c'est les jours de semaine. En grisé, c'est les jours de week-end. Vous voyez qu'avant 2 ans, on ne fait pas trop attention au week-end. Et vous voyez qu'à 12-13 ans, là, on commence à voir le décalage. Vous voyez, 14-15 ans, là, incontestablement, l'heure de coucher se décale pour arriver après minuit, et surtout en week-end, avec bien entendu un décalage également important, avec un lever vers 10-11 heures du matin. Et donc, vous voyez que ce décalage, cette tendance au décalage de phase est quelque chose de très naturel chez l'adolescent. Enfin, les parents qui ont eu des adolescents à la maison savent très bien qu'ils ont du mal à s'endormir le soir et qu'ils aiment bien faire la grasse matinée, ce qui n'est plus le cas chez les retraités normalement. D'accord ? Et donc cette évolution est une évolution naturelle et donc il va falloir éventuellement apprendre aux adolescents à ne pas augmenter le décalage, ce qui se passe régulièrement pendant les vacances d'été. Et donc, les centres de sommeil sont souvent saturés de demandes avec des adolescents qui ne peuvent pas faire la rentrée scolaire parce qu'ils n'arrivent plus à se lever le matin puisqu'ils se sont carrément inversés avec un sommeil diurne très important et un sommeil nocturne très court. Alors, ce besoin de sommeil, on n'est pas tous égaux. Il y en a certains qui ont besoin de beaucoup dormir, ça s'appelle les longs dormeurs. C'est des gens qui ont besoin de plus de 9 heures de sommeil par 24 heures, et ça correspond à 15% des adultes.
Alors maintenant, ces 15%-là sont devenus des hypersomniaques, parce que, incontestablement, dormir 9 heures aujourd'hui, ça devient compliqué. Et puis, il y a des courts dormeurs qui dorment moins de 6h30, ça correspond à 10% des adultes. Et donc, cette typologie selon la durée, c'est quelque chose qui est en partie génétiquement déterminé, et bien entendu, en partie fonction de l'âge. Je vous ai dit que les adolescents sont plus, que les enfants dorment plus que les adultes. Qu'est-ce qui va différencier le sommeil au cours de la nuit entre les courts et les longs dormeurs? Ici, vous avez les temps de sommeil et d'éveil au cours de la nuit de sujets petits dormeurs, donc c'est la courbe ici, et donc vous voyez que globalement, par nuit, on passe à peu près 5% du temps réveillé, et les petits dormeurs vont avoir à peu près autant de sommeil lent profond que les grands dormeurs. Ils vont avoir à peu près le même temps de sommeil paradoxal, les petits dormeurs, que les grands dormeurs. Ce qui différencie de façon majeure les petits dormeurs des grands dormeurs, c'est le sommeil lent léger. Et donc, pour faire du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal, le petit dormeur a besoin de beaucoup moins de temps de sommeil lent léger. Donc ça, c'est la première typologie. La deuxième typologie, c'est selon l'heure du coucher. Vous avez des sujets qui sont du matin ou couchent tôt. Donc, ils aiment bien dormir avant 22 heures, c'est-à-dire qu'ils ne voient jamais un film à la télé le soir. Et puis les sujets du soir ou couchent tard qui n'arrivent pas à s'endormir avant minuit. Et ça, c'est déterminé aussi de façon génétique et en partie en fonction de l'âge. Je vous ai dit qu'au moment de l'adolescence, on a tendance à se décaler et donc à être beaucoup plus du soir. Alors, cette connaissance de notre typologie est quand même très importante. Si quelqu'un qui a une typologie du soir, donc un couche-tard, et qui est un long dormeur, qui a besoin de 9 heures de sommeil, donc ça veut dire qu'il va se coucher au mieux à minuit, et il lui faut 9 heures, donc il va se lever à 9 heures du matin, ce qui pose quand même quelques problèmes s'il a décidé de faire boulanger. Je veux dire que ça, c'est juste impossible. Donc on peut essayer d'améliorer les choses, mais on ne va pas le transformer d'un petit dormeur en un long dormeur. Donc il faut bien comprendre que ce besoin de sommeil est quelque chose qui est spécifique à chaque individu, à la fois dans son organisation, quand est-ce que j'ai besoin de dormir, et dans sa durée, combien de temps j'ai besoin de dormir pour être bien. Et donc, il faut éviter, bien entendu, de penser que seuls les courts dormeurs sont des gens normaux. Les longs dormeurs sont aussi des gens normaux. Alors, le besoin de dormir, est-ce qu'on a besoin de dormir tout le temps, de façon égale? Pas du tout. Alors, il dépend de deux facteurs. La durée de la veille, ça vous êtes rendu compte que la pression de sommeil augmente au fur et à mesure du temps que vous restez réveillé. Et donc, si vous passez une nuit blanche, vous avez de plus en plus sommeil. Si vous passez 2 nuits blanches, ça devient quand même très difficile de rester réveillé. Mais il y a aussi un rythme circadien, ça dépend de l'heure de la journée. Quelqu'un qui passe une nuit blanche, son niveau d'éveil va chuter et il va avoir un niveau minimum entre 3 et 5 heures du matin dans lequel il a vraiment très sommeil. Ça, vous l'avez vécu quand vous faites une séance, un 31 décembre, donc vous attendez la soupe à l'oignon, il est 4 heures du matin, vous dites « mais j'y arriverai jamais, je suis épuisé ». Et puis finalement, vers 7 heures du matin, votre niveau de vigilance, malgré que vous soyez resté réveillé, eh bien, il est remonté. Et donc, vous êtes plutôt en forme. Et puis, à l'heure de la sieste, vous vous rendez compte que là, vous avez passé une nuit blanche et vous avez très sommeil. D'accord ? Donc, il y a ces deux facteurs qui vont conditionner notre besoin de dormir. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne peut pas dormir quand on veut. Alors, pourquoi on ne peut pas dormir quand on veut ? Eh bien, parce qu'il y a une interaction entre le rythme veille-sommeil et les autres rythmes biologiques. Le matin, donc ici, vous avez une horloge. Le matin, vous avez le niveau de cortisol qui est sécrété par des glandes qui sont au-dessus du rein, les glandes cortico-surrénales, qui vont sécréter de la cortisone ou du cortisol. Et cette sécrétion survient le matin et elle est minimum pendant la nuit, indépendamment du fait que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas.
Si quelqu'un doit prendre une corticothérapie, donc doit être traité par la cortisone parce qu'il a une maladie inflammatoire, il ne faut surtout pas qu'il la prenne le soir, il ne pourra pas dormir. Il faut qu'il la prenne le matin. Et donc le problème, c'est que le travailleur de nuit, il va se coucher quand le cortisol monte. Et le cortisol, c'est une hormone qui est faite pour dépenser l'énergie, pour être bien réveillé. Et donc, lui, à ce moment-là, il va se coucher. Un deuxième rythme important, c'est la température. On s'endort quand la température chute. Et notre température corporelle chute au cours de la nuit. Et ça, vous le savez, puisque vers 3-4 heures du matin, si vous faites une nuit blanche, eh bien, vous allez avoir froid. Pas parce que la température autour de vous a chuté, mais parce que votre température centrale a chuté. Et c'est aussi pour ça qu'à l'hôpital, on vous prend la température le matin, parce que si vous avez 38 le matin, c'est de la fièvre. Si vous avez 38 le soir, ce n'est pas forcément de la fièvre. Et puis la température va remonter le matin. Et si vous avez une activité physique régulière, vous voyez que le rythme de la température est plus ample. Et donc c'est un meilleur indicateur pour le rythme veille-sommeil. Mais que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas, votre température chute pendant la nuit et elle monte le matin. Et donc là encore, le travailleur de nuit, il va se coucher quand sa température remonte, ce qui est un signal pour lui dire que c'est le moment de se lever. Et donc il va avoir plus de difficultés pour dormir. Troisième hormone qui est très importante, qui est la mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée pendant la nuit. Et donc le niveau de sécrétion, vous voyez, est maximal pendant la nuit. Et l'éclairage par la lumière du jour fait disparaître la mélatonine et c'est elle qui est responsable de cette sensation de décalage horaire. Si vous partez des États-Unis et que vous allez en France, il va falloir que vous décaliez votre sécrétion de mélatonine et ça va prendre quelques jours. Et donc pendant quelques jours, vous avez sommeil alors qu'on est en plein jour et vous n'avez pas sommeil pendant la nuit. Cette sécrétion de mélatonine peut être déplacée, soit en injectant de la mélatonine, à ce moment-là, bien entendu, je vais avoir une sécrétion qui est artificielle, mais si je vous éclaire le matin, je vais déplacer ma sécrétion de mélatonine vers le début de soirée. Si par contre je vous éclaire le soir, je vais déplacer ma sécrétion de mélatonine. Et donc, quand vous avez des adolescents qui déjà ont tendance à avoir une sécrétion de mélatonine qui est décalée, qui va arriver un peu plus tard, qui s'éclairent avec des tablettes qui sont riches en lumière bleue, bleue comme le bleu du ciel, eh bien à ce moment-là, bien entendu, vous allez avoir un décalage de la sécrétion de mélatonine et ils auront encore plus de difficultés à s'endormir le soir. La mélatonine, ce n'est pas une hormone du sommeil, c'est un donneur de temps. Et vous voyez que la sécrétion de mélatonine, quand les jours sont courts, quand vous êtes dans les pays très nordiques, eh bien, à ce moment-là, vous avez une sécrétion de mélatonine beaucoup plus importante. Et quand les jours sont longs, comme en été, eh bien, à ce moment-là, la sécrétion de mélatonine est moins importante. Et donc, vous comprenez que Philips est une société qui est apparue dans les pays scandinaves, parce qu'incontestablement, la lumière en hiver était très faible, et donc vous aviez de grosses sécrétions de mélatonine, et ce qui posait problème. Donc, on ne peut pas dormir n'importe quand, et nos horloges, qui conditionnent tous ces rythmes, sont remises périodiquement à l'heure, tous les jours, soit par la lumière du soleil, c'est pour ça qu'il faut sortir le matin pour la remettre à l'heure, mais également par les interactions sociales et la prise alimentaire. Donc ces rythmes biologiques sont en étroite interaction avec le rythme veille-sommeil. On ne peut pas dormir n'importe quand, on n'a pas le même besoin de sommeil n'importe quand. Alors, le sommeil, ça sert à quoi? Parce que finalement, on est un peu pieds et poings liés, on ne peut pas dormir n'importe quand, on doit dormir un certain nombre d'heures. Et donc, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se passer de sommeil? Il y a un certain nombre de produits qui sont des stimulants et on pourrait essayer de s'en passer. Alors, pour savoir à quoi sert le sommeil, on fait des privations de sommeil, soit des privations totales, mais si vous voulez priver de façon totale un animal de sommeil, il va falloir le faire courir en permanence. Donc, on le prive également de repos. Alors, on peut aussi faire des privations partielles avec une réduction du temps de sommeil. Puis on peut faire aussi des réductions sélectives en privant le sommeil lent, en enlevant le sommeil du début de la nuit, c'est ce que fait un certain nombre d'adolescents, ou au contraire le sommeil paradoxal en se réveillant très tôt. Et puis on analyse les troubles que l'on observe pendant la privation. Alors si on fait une privation totale de sommeil chez le rat,
c'est ce qui a été réalisé avec un protocole assez astucieux par Reichhausen et Kels, eh bien, ils ont observé que l'animal décède en quelques semaines, entre 1 et 3 semaines, généralement avec un trouble majeur de la thermorégulation, c'est-à-dire qu'il commence à avoir de la fièvre, puis une hypothermie, et une énorme difficulté dans la régulation de la balance énergétique. Il mange beaucoup et il maigrit, et puis il finit par mourir. Donc la privation totale chez l'animal, incontestablement, a un effet très délétère parce qu'un certain nombre de mécanismes du cerveau qui régulent notre vie intérieure, notre niveau de température, notre dépense énergétique, eh bien, ces mécanismes régulateurs ne marchent plus. Et donc, à ce moment-là, bien entendu, ça conduit à la mort de l'animal. Chez l'homme, on observe parfois rien, et c'est le cas de Randy Garner, qui est celui qui a tenu le plus longtemps sans dormir, 264 heures, ça fait 11 jours, 11 nuits. Bien entendu, ça a été fait avec absolument pas dans le cadre d'une expérience. C'est lui qui ne voulait absolument pas dormir. Et un certain nombre d'autres ont essayé de faire la même chose. Et on observe absolument là un terrain psychotique avec des hallucinations, un délire paranoïaque particulièrement important vers 3-4 heures du matin. Et donc, très habituellement, ces privations totales sont arrêtées par les sujets parce qu'ils deviennent quand même très désagréables pour l'entourage, étant victimes d'un délire paranoïaque. Donc, on a fait des privations chroniques, puisque les privations aiguës, c'est très limité, donc on observe des choses sans trop comprendre. Alors, à un moment donné, les militaires avaient proposé ça, de réduire le temps de sommeil des soldats de 30 minutes par nuit, et on augmentait de 30 minutes cette réduction tous les mois. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une irritabilité, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, je vais y revenir, une somnolence diurne, puisqu'ils ne dorment pas assez, une prise de poids et une insulino-résistance, ce qui est un peu en rapport avec le thème que vous avez demain. Le sommeil et l'obésité font incontestablement mauvais ménage. Pendant la nuit, on jeûne, habituellement, on ne mange pas pendant 8 heures si vous dormez 8 heures. Et il y a une hormone qui s'appelle la leptine, qui est sécrétée par le tissu adipeux, qui nous coupe l'appétit, donc on ne va pas être réveillé par une fringale. Par contre, pendant la journée, une autre hormone, la gréline, va nous stimuler l'appétit. Et la privation chronique fait qu'il y a plus de gréline et moins de leptine, donc on va avoir plus faim. Et puis, on a également montré que ça faisait le lit de l'insulino-résistance qui conduit au diabète. Donc ça, c'est pour ce qui est du corps. Mais la privation de sommeil empêche le cerveau de fonctionner correctement. On a des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Chez l'enfant, on a une hyperactivité et un déficit attentionnel. Vous savez qu'un enfant qui est somnolent, plutôt que de se mettre dans un coin et de rien faire, il a tendance à courir partout et à être très agité. Il est hyperactif. Et donc, la privation de sommeil a induit un certain nombre de troubles cognitifs qui miment les formes débutantes de la maladie d'Alzheimer. Actuellement, on essaye un certain nombre de médicaments pour savoir s'ils seront utiles dans la maladie d'Alzheimer. Il y a une expérience multicentrique qui a été menée, qui s'appelle Pharmacog, dans lequel on privait les gens de sommeil une nuit et on les testait avant, et puis on leur faisait prendre des médicaments pendant 3 semaines et on les testait après à nouveau une nuit de privation pour voir si les médicaments leur permettaient de mieux résister à la privation de sommeil. Et donc c'était un modèle pour réaliser donc une démence d'Alzheimer. Donc la privation de sommeil, incontestablement, a un très mauvais effet sur notre façon de fonctionner au point de vue cérébral, pas que chez l'humain, chez le rat aussi. Alors là, c'est une expérience dans laquelle vous avez un rat qui est mis et il y a 6 branches dans un labyrinthe, et donc il y a de la nourriture qui est mise dans une des branches, et on regarde combien de fois il va visiter d'autres branches que celles où il y a la nourriture. Normalement, il apprend où est la nourriture et puis il y va directement. Vous voyez ici que le nombre d'erreurs qui est fait par le rat contrôle est très faible. Et par contre, s'il est en privation de sommeil, le nombre d'erreurs, vous voyez, est multiplié par 3 ou 4. Si on lui donne de la caféine, ça va mieux. Si on lui donne de la nicotine, ça va mieux. Et si on lui fait faire de l'exercice, ça va mieux. Ça, c'est pour la mémoire immédiate, c'est-à-dire que vous le remettez
dans le labyrinthe. Si par contre vous essayez de voir la mémoire à long terme, à ce moment-là, donc, vous allez avoir une espèce de délai entre le moment où il a appris dans quelle branche il y avait la nourriture et le moment où vous allez le retester. Eh bien, dès qu'il est... Alors, il fait un peu plus d'erreurs puisque c'est un peu plus loin, mais dès qu'il est en privation de sommeil, vous voyez que les erreurs augmentent, qu'on met de la caféine, ça ne change rien, la nicotine, ça change un peu, l'exercice, ça ne change rien. Donc le rat, quand on essaye de lui apprendre quelque chose, si on l'empêche de dormir, il s'en souvient moins bien. Chez l'homme, eh bien, on a appris à des gens des listes de mots. Donc juste après leur avoir appris la liste de mots, on leur demande de réciter. Et puis on leur demande, donc ça c'est 10h du matin, donc ils ont appris une liste. À 9h30 du matin, à 10h on leur demande de le réciter. Puis à 10h du soir, vous voyez qu'il y a une amélioration qui est non significative de la performance. Et puis on les teste le lendemain à 10h après une nuit de sommeil, et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus performants. Et ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux étudiants, c'est que le fait d'apprendre la veille et de passer une bonne nuit, ils seront plus performants le lendemain au niveau de leurs examens. Alors bien entendu, on peut également apprendre le soir, et puis les tester le lendemain, après la nuit de sommeil. Et là, on voit que, bien entendu, ça marche tout de suite. Donc, le fait de dormir va, de façon importante, augmenter la quantité de rétention et que ça reste, puisque le lendemain soir, il y a eu une nuit de sommeil, on l'a testé le matin, le soir, il reste avec un bon niveau de performance. Donc, le fait de dormir correctement, de couvrir ses besoins de sommeil, permet d'être plus performant sur le plan de la mémoire. Alors, est-ce que c'est nouveau? Ça date juste de 1979. Vous avez le docteur Poulizac qui s'occupait du centre de santé de Vendeuvre-les-Nancy, un peu plus haut qu'ici, qui a essayé d'étudier le rapport entre la durée de sommeil et l'échec scolaire. Et il a regardé que chez les enfants qui dormaient, alors c'est des enfants qui ont entre 6 et 9 ans. Ceux qui dorment moins de 8 heures, il y en a 61% qui sont en retard scolaire et il n'y en a pas qui sont en avance scolaire. Ceux qui dorment plus de 10 heures, il y a encore du retard scolaire, parce que je veux dire, c'est pas parce que vous dormez que vous allez devenir génial. Mais par contre, il n'y en a que 13% au lieu de 61%. Et il y a 11% en avance scolaire. Alors qu'il y en avait 0% pour ceux qui dormaient moins de 8 heures. Donc on sait que le sommeil, c'est quelque chose de très important pour que l'enfant puisse être performant au point de vue scolaire. Alors, dormir, donc, ça va aider à se souvenir, mais il y a également un travail qui va être fait pendant la nuit, c'est que non seulement ça va aider à se souvenir, mais ça va également nous aider, le sommeil, à oublier les informations que l'on doit oublier. Et alors, il y a eu une manipulation qui a été faite par... donc, on présente un mot, une liste de mots, et puis, suite à cette présentation qui a duré 2 secondes, 2000 millisecondes, on fait apparaître la consigne, ce mot-là, vous devez vous le rappeler, remember, et ce mot-là, vous devez l'oublier, forget. Et donc, on va donc tester les gens à 11h en leur montrant cette liste de mots. On regarde ceux dont ils se souviennent. Et puis, donc, certains vont dormir pendant 100 minutes, d'autres ne dormiront pas. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, quand le sujet n'a pas dormi, eh bien, le nombre de mots dont il se souvient est inférieur au nombre de mots que se souviennent les gens qui ont dormi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai pour les mots dont il fallait se souvenir. Ce n'est pas vrai pour les mots qu'il fallait oublier. Donc, non seulement au cours de votre sommeil, vous allez consolider ce que vous devez retenir, mais vous êtes capable également d'éliminer ce dont vous n'avez pas besoin. Donc, si le sommeil sert à réorganiser la mémoire, on peut comprendre que l'on ne peut pas stocker du sommeil puisque ça va nous servir à organiser ce qu'on a mémorisé dans la journée. Donc, vous ne pouvez pas réorganiser quelque chose que vous n'avez pas encore stocké. Et donc, vous ne pouvez pas dire « je vais dormir pendant un long moment avant
parce que ça ne servira à rien, il faudra dormir après avoir appris. Deuxième point, il faut faire travailler le cerveau dans la journée pour bien dormir, puisque c'est à ce moment-là que les choses vont se réorganiser. Mais pourquoi construction cérébrale? Je vous ai parlé de tests qui sont des tests comportementaux. On améliore la mémoire. Que se passe-t-il dans la construction cérébrale? Eh bien, vous voyez que selon les animaux, là vous avez une cellule de Purkinje, c'est une cellule d'une région du cervelet, c'est une cellule du cervelet. Le cervelet, il est présent chez l'alligator, il est présent chez la souris, il est présent chez le chat, il est présent chez l'homme. Et je vous montre simplement l'arborisation dendritique, c'est-à-dire les prolongements d'une cellule de Purkinje d'un alligator, d'une souris, d'un chat et de l'homme. Vous vous rendez compte que chez l'homme, il y a quand même beaucoup plus de dendrites que chez l'alligator. Mais on fait des choses un peu plus compliquées. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a compris qu'aujourd'hui, pour mettre en mémoire, nous construisons des réseaux neuronaux en modifiant nos synapses. Les synapses, c'est la jonction entre deux neurones. Vous avez un produit qui est le neuromédiateur, qui est sécrété par le neurone présynaptique et qui va aller sur des récepteurs postsynaptiques. Eh bien, en 1973, on a pu montrer que l'on pouvait modifier de façon durable l'efficacité de la synapse, c'est-à-dire à la fois la quantité de neuromédiateurs qui est libérée, le nombre de récepteurs qui est de l'autre côté, avec une stimulation très courte. Les expériences réalisées par Bliss et Lomo en 1973 sur l'hippocampe de lapin montraient qu'une stimulation de 200 millisecondes, une stimulation particulière, qui est une stimulation tétanique, permettait de modifier les synapses et que donc vous aviez à ce moment-là une mise en mémoire, une modification de l'activité postsynaptique qui allait durer pendant 3 semaines. 200 millisecondes, modification du réseau pendant 3 semaines. Après, on perdait les possibilités d'enregistrement. Et donc, incontestablement, ça a été en 1973 la démonstration que quand on apprend quelque chose, on modifie nos réseaux cérébraux. Et donc, c'est ça qui nous permet de penser que le sommeil va réorganiser les informations acquises pendant la veille. Et cette réorganisation a été décrite par Landman en 2014. Donc, en sommeil lent, vous voyez qu'on va avoir des réseaux qui vont devenir plus gros, qui vont se stabiliser. Alors ça, c'est la création d'un schéma. Là, c'est la création d'un réseau un peu plus compliqué, toujours en sommeil lent. Et puis, une modification du réseau pendant le sommeil paradoxal. Et donc, ces travaux, cette somme de travaux, va permettre de comprendre qu'on va modifier les connexions cérébrales au cours du sommeil. On va pouvoir rejouer une partie des choses que l'on a vécues dans la journée. On va en effacer certaines. Et ceci, bien entendu, a une traduction aujourd'hui morphologique. Et donc, vous avez un excellent travail qui a été fait par Weber et publié en 2013, qui montre que si vous dormez ce dont vous avez besoin et que vous ne vous mettez pas en restriction, eh bien, ces régions cérébrales vont devenir plus grosses que si vous mettiez en restriction. Donc, non seulement on a des preuves comportementales que si vous dormez suffisamment, votre cerveau fonctionne mieux, mais il est également mieux sur le plan morphologique au niveau de l'IRM. Et très récemment, une équipe française coordonnée par Martineau, et l'étudiante c'est Urila, montre que vous avez des modifications du volume de certaines régions cérébrales chez l'adolescent en fonction de ses habitudes du sommeil. Et donc, plus il se met en privation de sommeil, et moins bien seront développées un certain nombre de régions cérébrales. C'est des régions qui sont très importantes dans ce qu'on appelle les cognitions sociales, le fait de comprendre ce que me disent les autres. Et donc, si les adolescents sont en privation de sommeil, eh bien, ils vont très mal comprendre ce qu'expriment les autres. Et donc, cette modification morphologique, et donc on voit ces modifications morphologiques et ces corrélations qui sont quand même très importantes pour comprendre que notre sommeil est quelque chose de capital. Dernière
apport des neurosciences qui a été publié en 2013 dans la revue Science, c'est que le sommeil permet au cerveau de se nettoyer en partie. De quoi s'agit-il? Alors bien entendu, ça c'est des expériences qui sont chez la souris. Vous voyez que les auteurs ont injecté dans le liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le liquide qui baigne le cerveau, des colorants de façon à connaître l'espace entre les cellules. Ici, vous voyez, c'est 200 microns, hein, donc 0,200 microns. Et donc, quand la souris est réveillée, ils injectent le colorant rouge. Quand la souris dort, ils injectent le colorant vert. Et ils démontrent que le volume qui entoure les neurones va être le volume dans lequel circule le liquide céphalorachidien. Eh bien, ce volume va être beaucoup plus important quand l'animal dort que quand il est réveillé. Et ils vont également démontrer dans ce papier qu'un certain nombre de protéines, dont la bêta-amyloïde, est beaucoup plus évacuée, compte tenu qu'il y a plus de liquide qui circule à la surface des neurones. Et il y a donc beaucoup plus d'élimination des déchets du métabolisme cellulaire neuronal pendant le sommeil. Et donc, c'est encore un aspect morphologique qui est sorti, qui nous dit que finalement, le sommeil, c'est quelque chose qui est très important pour notre cerveau, pour qu'il fonctionne bien et pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments métaboliques qui puissent être éliminés au cours de la nuit pendant qu'on dort. Et donc, pour conclure, si le manque de sommeil favorise l'obésité, le diabète, la dépression et l'Alzheimer, pourquoi la société favorise le manque de sommeil? Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc, pour cette très belle présentation, très claire, imagée. Et je pense que donc on a bien compris que le sommeil était un élément fondamental et qu'il était en permanence en construction depuis le plus jeune âge, avant même qu'on naisse, et après et jusqu'à tard dans la vie, jusqu'à nos derniers jours. Alors, est-ce qu'il y a déjà une première question de la salle? Quelqu'un qui veut réagir? J'ai vu un doigt se lever. Félicitations pour votre présentation qui ne nous a pas endormis du tout, mais qui nous a parfaitement réveillés. Alors moi, ce n'est pas des questions, c'est ces trois petites boutades. J'ai bien compris, grâce à votre présentation, l'expression « qui dordine ». Vous nous l'avez bien montré tout à l'heure. Il y a une autre expression que je n'ai pas compris dans votre présentation, c'est les gens ont dit « ils dorment debout ». Et puis la dernière réflexion que j'avais, c'est que vous avez parlé qu'il n'y a que les animaux, au sens large du terme, qui dorment, mais on dit toujours qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, par contre, dormir debout, vous avez vu qu'en sommeil lent, on a un tonus postural, donc on peut dormir debout. Et ça, c'est un des gros problèmes quand on a fait des privations de sommeil, c'est que les animaux peuvent en effet dormir debout, et donc il faut sans arrêt qu'ils bougent. Et c'est pour ça qu'il y a une privation de repos très importante si on veut une privation totale. Une autre question? J'ai vu un doigt là-haut. Alors pendant que le doigt se lève, moi je voulais faire une réflexion. Tu as beaucoup évoqué le rôle de la lumière dans la synchronisation du sommeil, son importance, mais aussi ses méfaits quand elle n'est pas utilisée au bon moment ou trop souvent. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup attirée et surtout choquée. Maintenant, les jeunes parents délaissent leurs enfants avec des téléphones, des smartphones, des tablettes dès le plus jeune âge, dès l'âge de 6 mois, dans le lit pour qu'ils s'endorment. Et en fait, ces enfants, ils ne peuvent plus se passer de ces écrans. Et là, c'est vrai que les conséquences deviennent importantes puisque un de ces enfants, dans le reportage, avait complètement raté les acquisitions, les apprentissages classiques. À 2 ans, il ne marchait pas, il ne parlait pas et il avait un comportement qualifié d'autistique puisqu'il ne regardait pas les personnes, y compris ses parents.
Et le fait d'enlever l'outil et d'extraire l'écran avec lequel il vivait presque 24 heures sur 24 a fait qu'en 6 mois, il a repris ses acquisitions, recommencé à acquérir la parole, se remettre à marcher, refaire du 4 pattes et commencer à évoluer. Est-ce que tu peux commenter ? Oui, non, je crois que c'est quelque chose, c'est un résultat qui est en effet très important, parce que le fait de cette distribution des écrans, dans lequel vous avez un enfant qui pleure, vous lui donnez un écran, il ne pleure plus, il regarde l'écran. C'est quand même sympa. Hein, je veux dire que le problème, c'est que, en effet, d'une part, il n'a pas pu mettre en place un rythme veille-sommeil, il n'a pas pu construire son cerveau, parce que vous l'avez mis toujours dans le même état, il a toujours été mis dans le même état. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention des parents, parce que certains disent non, mais c'est juste pour les punir qu'on veut retirer les tablettes ou les smartphones. Non, c'est pour leur permettre de construire leur cerveau. Donc, c'est ça qui est très très important. Et de fait, là, en plus, à l'époque de cet enfant dont tu parles, le problème, c'est qu'il est très jeune, et donc les rythmes biologiques sont en train de se mettre en place, et vous bloquez la sécrétion de mélatonine qui n'existe pas bien à cette époque-là, qui est mal synchronisée, et donc vous allez la bloquer. Donc je veux dire qu'il y a des dégâts qui sont considérables, d'ailleurs ça a été montré dans cette observation, c'est vraiment des dégâts qui sont considérables, alors que les gens ont dit, mais attendez, je dis simplement... Et alors actuellement, on développe justement des ateliers à Marseille, dans les quartiers défavorisés, pour la transmission du sommeil de la mère à l'enfant. Et un des problèmes qu'ont les mères, alors dans des quartiers précaires, c'est que très souvent les pères qui sont habituellement absents achètent un portable au bébé en disant mais tu vois je m'occupe de lui. Et les mères elles disent non mais c'est juste impossible parce qu'on essaye de le faire dormir et maintenant comme c'est l'objet de papa il ne peut pas s'en se passer. Donc on essaye de lutter contre cette déviance qui fait que c'est extrêmement préjudiciable. Et ça continue chez les ados. Ah complètement oui. Puisque... Non mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il n'y a eu aucun message d'alerte. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir par rapport à la présentation que vous avez faite, est-ce que ce sont les rythmes biologiques qui expliquent que quand on décale le sommeil, donc quand on commence à dormir, pourquoi on ne démarrerait pas tout de suite par le cycle avec le bon sommeil profond ? Pourquoi il y a ce décalage ? Si on se couche plus tard, j'ai compris que finalement on aurait un sommeil moins lent, moins profond. Est-ce que c'est le reste qui fait qu'on ne peut pas, en se couchant par exemple à 4 heures, démarrer tout de suite par un bon sommeil ? Tout à fait, tout à fait. Alors attention, c'est quelqu'un qui se décale de façon aiguë. Si vous vous couchez tous les jours à 4 heures, vous allez finir par vous recaler avec du sommeil lent profond qui surviendra à 4 heures du matin. D'accord ? Mais c'est exactement comme quand vous faites un voyage transméridien qui fait que si vous allez aux États-Unis et que vous revenez en France, vous êtes décalé et puis vous allez progressivement vous recaler. Le problème, c'est quand vous faites des décalages comme ça, qui sont intermittents, à ce moment-là, votre organisme ne peut pas s'adapter. Et le problème, c'est qu'il y a des heures pour faire du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est plutôt deuxième partie de nuit, c'est beaucoup plus abondant en deuxième partie de nuit et en matinée. Et donc, comme c'est le moment où vous pouvez faire ce type de sommeil, si vous dormez à ce moment-là, vous allez faire préférentiellement ce type de sommeil. D'accord ? On ne peut pas faire n'importe quel sommeil, n'importe quand. Oui. Merci. Alors, oui ? Je suis époux d'une infirmière de nuit, et donc j'ai compris quelque chose ce soir, en particulier quand elle était des fois irritable. Mais, hormis la boutade, vous évoquiez en fin d'exposé justement qu'on favorise finalement des cycles qui ne sont pas, dans notre société, qui ne sont pas naturels. Qu'est-ce que vous pensez que l'on pourrait faire, notamment pour ce type de population, mais d'autres métiers où nécessairement on a toujours quelqu'un de présent et pour lesquels il va y avoir soit une régularité, soit une irrégularité des jours travaillés ou non travaillés, et après, donc qu'est-ce qui est préférable dans les deux cas, et sur une période longue, quels sont les effets à long terme de quelqu'un qui a travaillé de nuit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Alors, il y a plusieurs éléments. Premier élément, la société est en train d'aggraver le nombre de travailleurs à horaires décalés
sans que ce soit vraiment nécessaire. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'ouvrir tous les magasins jusqu'à minuit? Est-ce qu'il est nécessaire enfin, je veux dire qu'il y a quand même un certain nombre de décisions politiques qui ont été prises qui ne me semblent pas relever d'une économie normale de la santé. Maintenant, si on veut rendre tous les gens malades, on peut augmenter le travail en horaire décalé. Le travail en horaire décalé a considérablement augmenté au cours des 10-20 dernières années. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je veux dire, il est certain qu'un certain nombre de travaux doivent rester avec des travaux de nuit, etc. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est ce qui avait été fait pour les infirmières de nuit, pour les passer aux 35 heures, pour leur permettre de récupérer. Troisième point, en termes de risque à long terme, si vous voulez, là pour l'instant, c'est difficile d'avoir des idées parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil. Vous avez des gens qui sont capables, quand on avait fait des études sur les gens qui travaillaient en 3-8, et qu'on s'était dit, bon, pour être sûr d'évaluer les risques des travaux en 3-8, on va prendre des gens qui ont fait 25 ans de 3-8 et qui ne se plaignent pas. Ben, ceux-là sont en bonne santé. Mais tous ceux qui se plaignaient sont partis avant. Donc globalement, les gens qui ne supportent pas le travail de nuit, généralement, ils vont passer à un poste de jour. Et si jamais ils ne passent pas à un poste de jour, il va y avoir un syndrome de désadaptation, et donc ils vont être crevés en permanence. Ils ne pourront jamais récupérer. Donc on a suffisamment d'hétérogénéité entre nous pour ce qui est du sommeil pour pouvoir gérer un certain nombre de travaux de nuit. Mais si on doit gérer toute la population avec des travaux en horaire décalé, ça me semble être un non-sens biologique. Merci. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais revenir sur les écrans dont vous avez parlé tout à l'heure pour les enfants. Qu'est-ce que vous pensez des petites veilleuses qu'on met dans les chambres d'enfants? Ce n'est pas des écrans, c'est des veilleuses. Oui, non. Est-ce que c'est bien ou pas? Les veilleuses, il n'y a pas de souci parce qu'habituellement, enfin, ne mettez pas des LED, mettez des lampes qui soient plutôt jaunes ou plutôt rouges. Pourquoi? Parce que le rouge et le jaune sont des lumières qui sont beaucoup moins inhibitrices de la sécrétion de mélatonine. Pratiquement pas. D'accord? Donc la petite veilleuse qui permet de rassurer, de diminuer le stress pour qu'il y ait moins de cortisol et que l'enfant dorme, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais par contre, ne mettez pas une LED blanche, parce que là, elle contient beaucoup de bleu. Et une autre question, bon, c'est mon cas, les personnes qui s'endorment très tard, qui veillent comme ça sur leur canapé, qui somnolent, qui vont dans leur lit à 3 heures du matin, quel genre de sommeil elles ont et quel effet ça peut avoir sur la santé? Non, mais là, c'est un mauvais sommeil, parce que si vous voulez, vous êtes dans une période dans laquelle vous avez une propension élevée à dormir si vous somnolez sur le canapé. Cette propension à dormir, au lieu de l'utiliser pour faire un bon sommeil, vous l'utilisez pour faire un mauvais sommeil, et après, vous êtes en privation de sommeil. Donc, il faut essayer, autant que faire se peut, de dormir dans des conditions les plus confortables possibles, plutôt que de dormir plus, je veux dire, que vous allez vous réveiller courbattu sur le canapé en étant moins bien. Donc, oui, il faut essayer de tenir compte de son rythme veille-sommeil pour essayer de couvrir ses besoins au mieux. Après, ce n'est pas toujours possible, mais je suis quelque peu catastrophé de voir un certain nombre de comportements dans lesquels les gens se plaignent de trop dormir. L'autre jour, j'ai enregistré au centre du sommeil donc, un patient qui se plaint de trop dormir, et il est arrivé avec son ordinateur, il a enclenché un film, et le film a tourné jusqu'à 2h30 du matin. Alors, nous, ça nous sert pour comprendre la plainte, parce que chez lui, il fait pareil. Donc le type, en effet, il a passé son temps à se réveiller devant le film, à regarder 10 minutes de film et puis se rendormir. Mais moi, la réponse, c'est de lui dire, écoutez, il faudra peut-être que vous arrêtiez de regarder des films, plutôt que de lui donner des stimulants d'éveil. C'est très important pour moi d'avoir cette information. Et donc voilà. Alors je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment un problème de quotidien, parce que dans la consultation, des gens qui se plaignent de leur sommeil, c'est vrai qu'on entend « je m'endors, je suis somnolent », mais que réellement, il faut vraiment étudier ce qu'ils font de leur journée, à quel moment ils éteignent vraiment pour dormir, et qu'est-ce qu'ils font entre le moment où ils vont se coucher, où ils dorment. Parce qu'effectivement, il y en a bon nombre qui sont encore avec le téléphone, et pas que des ados, et qui répondent aux messages, et qui vont voir quelque chose, et en fait, ils se mettent en dette de sommeil, beaucoup à cause des écrans, ou à cause aussi de la vie de société. Ils ont des activités sportives le soir, et là, ils contrecarrent complètement leur rythme biologique naturel,
non seulement avec l'activité physique, mais aussi en augmentant leur température. Et après, ils n'arrivent plus à dormir. Et là, tu as très bien, quand tu as parlé de l'activité physique, tu as très bien montré qu'il y avait un lien important entre le moment où on va faire cette activité physique, le fait que l'on ait en retentissement une amplitude de la température beaucoup plus importante, ce qui va accentuer le minimum thermique de la nuit, qui va aider à avoir un sommeil de bonne qualité, mais l'heure de la pratique de cette activité physique est vraiment aussi importante à calibrer dans la journée, et notre société souvent offre pas la possibilité, ou peut de la faire le matin, mais plutôt de la faire en soirée. Donc là, il y a toute une étude de l'hygiène de la veille, du sommeil et de toutes les activités qu'on peut mener dans la journée, qui sont vraiment, c'est un questionnaire très, très détaillé, policier, de ces activités dans la consultation de sommeil, et c'est fondamental. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec cette difficulté-là. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir si le sommeil se dégradait avec l'âge. Alors, si vous voulez, globalement, le sommeil va se dégrader au sens où le sommeil lent profond est moins abondant, les éveils nocturnes plus fréquents. Un des problèmes, c'est que très souvent, en particulier après le passage à la retraite, et surtout un peu plus tard dans la vie, si vous êtes en maison de retraite, vous allez avoir des activités diurnes qui ne sont pas extraordinaires, et des nuits, si vous êtes en maison de retraite, qui risquent d'être très longues, et donc dans lesquelles le sommeil va être très fragmenté parce que c'est trop long. Et donc, un des problèmes, c'est d'arriver à garder un rythme d'activité repos, et certains seniors oublient un peu, et donc ils ont une hypoactivité, et donc leur sommeil se dégrade d'autant plus. Alors, il y a une petite dégradation spontanée du sommeil, oui, mais qui n'est pas majeure, mais par contre qui va être beaucoup plus importante si notre rythme de vie ne permet plus d'avoir d'activité. Oui, parce que travaillant dans un EHPAD, je constate qu'ils ont tous des somnifères, et alors en fait ils se couchent très très tôt. Oui, mais un des problèmes majeurs des EHPAD aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de coucher l'ensemble des patients ou des pensionnaires après les avoir fait manger, compte tenu que les équipes de nuit sont quand même beaucoup plus, en nombre beaucoup plus réduit que les équipes de jour. Donc il y a un certain nombre d'activités qui sont faites par les équipes de jour, parce que sinon on va augmenter de façon considérable à ce moment-là les travaux de nuit. Donc c'est vrai que c'est très compliqué au niveau des EHPAD d'arriver à ce qu'il n'y ait pas un coucher trop précoce. Alors, je ne sais pas, peut-être que ce serait pas mal qu'il y ait une espèce d'activité après le repas du soir qui soit un peu plus soutenue, mais le problème, c'est quand même le fait qu'un certain nombre de pensionnaires des EHPAD, il va falloir les aider à se coucher, et ça, c'est très compliqué, parce que l'équipe de nuit ne pourra pas le faire. Merci. Donc, il faut bien que l'équipe de jour le fasse, et à ce moment-là, ça veut dire se coucher tôt. Bonsoir. Dans la continuité, le sommeil sous somnifère a-t-il les mêmes effets bénéfiques sur le cerveau? Est-ce que ça a été observé? Alors, le sommeil sous somnifère, c'est, si vous voulez, il y a deux éléments de réponse. Premièrement, les somnifères ne marchent que pendant un temps court, puisque la prescription doit être limitée à 3 semaines et on doit réévaluer l'intérêt de la prescription. Il n'est pas question de prescrire, comme on le voit bien entendu très souvent, le type qui prend des somnifères depuis 10 ans. Et là, il y a un certain nombre de choses qui sont un peu alarmantes sur le fait que des somnifères à forte dose pendant très longtemps, ça détruit, enfin, c'est quand même très altérant pour le fonctionnement cérébral. Le problème, c'est que les gens qui sont sous somnifères pensent que le sommeil sous somnifère, c'est devenu leur sommeil. Or, pendant notre sommeil, on a une vie mentale. Les gens qui sont sous somnifères ont une vie mentale qui est beaucoup moins riche, sous somnifères. Et donc, quand ils n'ont pas de somnifères, cette vie mentale leur évoque qu'ils soient éveillés. Et donc, ils disent, mais voilà, mais j'arrive plus à dormir. Donc, c'est très compliqué d'arriver à les persuader qu'il va falloir qu'ils retrouvent leur sommeil et que pendant leur sommeil, ils auront une vie mentale, ils percevront des choses qu'ils ne percevaient plus sous somnifères.
Et bon, après, si vous voulez, la caricature absolue, c'était Michael Jackson qui se faisait faire une anesthésie générale tous les soirs pour dormir. L'anesthésie n'est pas le sommeil. N'est pas le sommeil. Le sommeil sous somnifère ne remplit pas toutes les fonctions du sommeil. Alors, ça va aider pendant un temps court, plutôt que d'être en privation totale de sommeil, ça va vous permettre de passer un cap. Donc, les somnifères sont des produits très utiles sur un temps court. Mais de façon continue, c'est des produits qui ne sont plus utiles. C'est parfaitement vrai ce que tu viens de dire, et c'est d'autant plus vrai que donc, des personnes qui ont été habituées aux somnifères et qui n'ont plus été habituées à mentaliser certaines choses pendant leur sommeil, elles ont le sentiment de ne jamais dormir si elles ne prennent pas de somnifères. Elles viennent avec une plainte: je ne dors pas de la nuit, docteur, je vous assure, je ne ferme pas l'œil. Et quand on les enregistre, ah mais je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir. Et en fait, bon, avec un petit peu de persuasion, on dit, bon écoutez, non, mais il faut que je lise, hein, parce que je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir. On dit, bon, on va éteindre la lumière. En fait, elles s'endorment presque dans des latences équivalentes aux autres personnes. Et quand le lendemain, on dit, bah, vous avez fait 7 heures cette nuit, ah non, mais c'est exceptionnel, parce que je ne dors pas à la maison. Bon, voilà, c'est le prototype. Tout à fait, oui. Oui, je voudrais revenir sur la question de sommeil et avance en âge. Il y a deux techniques qui sont actuellement prônées. La première, ça peut être la luminothérapie, aller dans le sens d'augmenter l'activité de veille et peut-être dans la deuxième partie de la journée pour qu'il y ait un contraste entre sommeil et veille. Et la deuxième, c'est aussi le fait qu'il a quand même été clairement démontré que la mélatonine, elle baissait singulièrement au cours de la vie, au cours de l'avance en âge et assez précocement. Donc actuellement on dit essayons de redonner de la mélatonine aux aînés, mais les récepteurs, s'ils n'ont pas été stimulés pendant un certain temps, ils ne doivent plus bien exister. Alors est-ce que le fait de redonner de la mélatonine, ça restimule les récepteurs? Voilà, c'est ces deux questions que je voulais... Non, je crois que c'est très important. La photothérapie en particulier au troisième âge, et ça me semble être quelque chose de très très important, surtout qu'il y a une réduction du temps à l'extérieur actuellement dans le troisième âge. Donc ça, c'est tout à fait important. Alors là, la mélatonine, de fait, elle chute en termes de sécrétion. Par contre, on n'a pas de données sur la diminution des récepteurs ou de la sensibilité des récepteurs à la mélatonine. Donc la mélatonine exogène peut servir. Alors, le problème de la mélatonine, c'est que celle qui est trouvée en pharmacie et en vente libre, dans lequel vous avez tout un tas de médicaments bien-être, c'est la mélatonine immédiate, et parfois elle a une durée d'action qui est très très brève. Et donc, c'est vrai que les formes au retard sont peut-être intéressantes dans cette indication-là. D'ailleurs, le médicament qui devait être commercialisé, enfin qui a été commercialisé, c'était dans l'indication de l'insomnie après 50 ans avec un déficit en mélatonine. Donc oui, mais je pense que les récepteurs doivent être quand même toujours aussi sensibles. On n'a pas d'éléments, enfin moi j'ai pas pour l'instant connaissance d'éléments qui soient perturbants de ce côté-là. Alors je pense qu'il y a aussi tout un ensemble à respecter, parce qu'il y a bien sûr la luminothérapie, mais il y a aussi l'activité physique minimum, et tu en as parlé. C'est vrai que certains seniors réduisent leurs activités et se confinent peu à peu chez eux. Donc c'est un ensemble finalement d'éléments qui doivent être conjugués ensemble pour faire l'engrenage dans l'autre sens et pour pouvoir leur redonner cette pression du sommeil qui soit suffisante. Et cette alternance nuit-jour avec l'illumination qui va augmenter le peu de mélatonine qui peut rester et favoriser justement un sommeil de bonne qualité. Mais hormis ça, il y a aussi l'alimentation qui doit être prise en compte. On a aussi bon nombre de seniors qui négligent complètement le repas du soir. Et là, il y a quand même une importance fondamentale, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans le repas du soir, il y a un minimum d'énergie à soutirer pour pouvoir aussi, le sommeil étant un processus actif, apporter l'énergie suffisante et nécessaire à la construction de ce sommeil. Et donc, souvent on mange léger le soir, on fait attention à son poids, etc. Mais il mange une soupe et c'est tout.
Et il y a un minimum d'éléments glucidiques lents qu'il faut apporter pour apporter l'énergie et pouvoir maintenir un sommeil de bonne qualité. Donc il y a vraiment toute une hygiène veille-sommeil très très importante à prendre en compte, au-delà de l'utilisation d'un somnifère qui règle ponctuellement, mais que très ponctuellement, et parfois pas du tout, le problème de la difficulté de maintien de sommeil pour les plus âgés. Oui, ça, c'est tout à fait important. Et c'est sûr que les sucres lents sont très importants le soir pour ne pas avoir en effet de sommeil fragmenté par des fringales ou des choses comme ça. Et ça, c'est tout à fait important pour pouvoir passer la nuit tranquillement. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport à la sieste. Quelle est votre position par rapport à la sieste? Je suis là. Alors, la sieste, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que chez l'enfant, la sieste est complètement nécessaire. Je vous l'ai montré, au moins jusqu'à 4 ans, éventuellement jusqu'à un peu plus tard, 6, 7, 8 ans, on verra, ça dépend. Mais donc, ça, c'est Mais la sieste chez l'enfant, il va produire du sommeil. Après la puberté et chez l'adulte, la sieste, c'est en fait de restaurer le fonctionnement correct des systèmes d'éveil. Vous ne pouvez pas être éveillé non-stop pendant 8 heures de rang avec une grande attention. D'ailleurs, on dit que pour les routiers, il faut qu'ils s'arrêtent toutes les 2 heures de conduire parce qu'ils sont plus capables de maintenir leur attention. Et donc la sieste n'a pas pour objet de produire du sommeil, mais elle a pour objet de restaurer le fonctionnement normal de nos systèmes d'éveil en les mettant au repos pendant quelques minutes. Ça peut être 10, 15, 20 minutes. Donc la sieste est quelque chose de très positif dans ce sens-là. Si quand vous faites la sieste, vous plongez dans un sommeil profond et au réveil, vous êtes dans le pâté, c'est que votre sieste est trop longue et qu'il faut donc la raccourcir pour que vous n'alliez pas dans le sommeil profond et que vous, simplement, vous ayez un lâcher-prise. Un grand insomniaque qui était Dali avait pour habitude de faire la sieste, il prenait une cuillère dans la main, il mettait sous sa main une assiette, et quand il avait un lâcher-prise, la cuillère tombait, il se levait, il pensait qu'il avait fini la sieste, il avait restauré ses systèmes d'éveil. Il n'a pas fait de sommeil. Donc la sieste, c'est restaurer ses systèmes d'éveil. Donc il faut apprendre à faire ce lâcher-prise pour pouvoir redémarrer l'après-midi, mais ne pas chercher à faire du sommeil. Vous allez peut-être en faire un peu, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être à nouveau bien réveillé après. Donc c'est très important pour moi la sieste, oui. Oui. Vous évoquiez l'importance du sommeil, évidemment, mais en même temps le paradoxe de la société moderne qui pousse à moins dormir, notamment avec le travail d'un horaire décalé. Et moi, je m'étonnais de savoir pourquoi on n'entend pas plus parler de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas plus à dormir? Pourquoi est-ce qu'au quotidien, en fait, on entend beaucoup parler de sport, de nourriture, mais pas de sommeil? Alors, on en entend un peu plus parler actuellement, et parce qu'il y a une telle détresse que les gens ont fini par se plaindre et qu'il y a eu un rapport qui avait été demandé par le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, en 2006, donc sur le sommeil. Donc ça commence à bouger. Et il y a des lieux de sieste qui ont été dédiés. On commence à se dire qu'éventuellement, dans le travail de nuit, on pourrait prévoir des lieux pour qu'il y ait un repos qui ne soit pas uniquement une prise alimentaire au milieu de la nuit, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui commencent à bouger. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore des messages comme dormez minimum 6 heures, comme on a pour manger 5 fruits et 5 légumes, quoi. Mais je pense que ça va venir compte tenu en particulier du dégât qui est fait chez les enfants et les adolescents en termes de performance scolaire. Tous les profs vous disent que les adolescents ne font que dormir. Le lundi, c'est abominable pour eux. Mais là, on sait pourquoi ils dorment en classe. C'est parce qu'ils sont trop connectés le soir. Ah ben oui, c'est ça. Donc, oui, mais il faut donc qu'il y ait des messages qui soient diffusés au niveau général, au niveau de la société, pour dire, attendez, le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. C'est quelque chose de très important pour votre équilibre. Mais ça semble être une fatalité. L'année dernière, ça a été le message. Nos enfants connectés ou les personnes connectées réduisent leur sommeil et la dette de sommeil peut entraîner des troubles. Donc ça a été le message clé. Moi, je sais que pour avoir donc expliqué cela,
et dit attention les adolescents, il faut, nous en tant que parents, on a le devoir de les protéger et de leur dire le téléphone, la tablette, l'ordinateur, il y a une heure au-delà de laquelle c'est stop. Ça ne va pas dans la chambre, si tant est qu'il n'y a pas déjà la télévision, parce que ça c'est souvent maintenant, mais voilà, c'est essayer d'instituer des règles. Et on m'a répondu, même de confrères, mais comment vous voulez faire passer ça à vos enfants? Ben, c'est une question d'éducation, mais ça se prend très jeune. C'est sûr qu'à 16 ans, si d'un seul coup on dit à son jeune « Ah non, le téléphone, tu le laisses là en bas et tu ne montes pas dans ta chambre avec », ben, il va rigoler. Si ça fait déjà depuis tout petit qu'il a le téléphone dans la chambre, il va dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive là? T'as changé, t'as mangé quoi ce soir ?» Voilà. Donc non, c'est de l'éducation, c'est dès le départ. Voilà, c'est sûr, mais pour ça, il faut absolument motiver, faire passer comme message de l'importance du sommeil. J'ai lu dans Wikipédia que l'être humain, comme tous les mammifères, de l'époque, on va dire comme ça, au Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, avait un sommeil biphasique, que c'était la norme, et qu'actuellement notre sommeil a changé. Et peut-être, est-ce que je me dis, donc c'est fondamentalement que notre sommeil n'est pas réparateur, c'est-à-dire qu'il n'est plus celui de l'animal, il n'est plus ce que nous sommes. Non. Alors là, je peux vous rassurer. En effet, pendant très longtemps, tant qu'il n'y avait pas l'électricité, le problème, c'est que quand vous avez une nuit qui commence à 18h dans les régions tempérées en hiver et qui se termine à 7h du matin, on avait l'habitude d'avoir une première partie de la nuit qui était appelée le sommeil lent profond, puis, je parle, là, ce n'était pas sur des enregistrements, mais qui était considéré comme ça, puis il y avait un espace dans lequel les gens étaient réveillés, qu'on appelait la dorveille, et puis une deuxième partie de la nuit, parce que la nuit faisait 12-13 heures. D'accord ? Et donc dans les monastères, vous aviez les matines, qui fait que les moines se levaient dans la nuit et allaient chanter à l'église, et puis allaient se rendormir après. Donc le problème, c'est qu'avec l'apparition de l'électricité, on a pu éclairer nos soirées, et donc on a supprimé progressivement la dorveille pour avoir un sommeil monophasique. Ce qui n'a pas de problème en soi si on reste avec une durée suffisante. Le problème est quand on réduit la durée du soir et qu'on se lève trop tôt le matin et qu'à ce moment-là, la durée devient insuffisante. Mais que vous ayez un sommeil en 2 phases la nuit ou en une seule, ça n'a aucune espèce d'importance en termes de qualité de sommeil. Vous avez des gens qui se réveillent. Et d'ailleurs, un certain nombre de sujets âgés qui se couchent tôt, qui se sont couchés à 20h, vous dites, mais moi, j'ai 2 heures d'éveil au milieu de la nuit. C'est pas grave. Ça fait partie des rythmes anciens du sommeil. Le problème, c'est que votre besoin de sommeil soit couvert et que le lendemain, vous ne soyez pas somnolent. Bonsoir. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil est une maladie qui est extrêmement fréquente actuellement. Tout le monde fait des apnées la nuit et ce qui pose problème, c'est quand vous en faites trop, c'est-à-dire quand vous avez un nombre d'apnées qui est supérieur à 10 par heure de sommeil et on doit vous traiter avec une machine si elle est supérieure, si le nombre d'apnées que vous faites est supérieur à 30 par heure de sommeil. Cette affection est une affection qui est liée simplement au fait que les voies aériennes supérieures qui me permettent de vous parler, c'est des voies dans lesquelles il n'y a que des muscles et donc il faut qu'elles restent ouvertes quand j'inspire et si mes muscles ne se contractent pas assez, ça bloque et à ce moment-là je fais une apnée. Et donc des gens vont faire comme ça jusqu'à 200, 300 apnées dans la nuit. Bon, forcément le lendemain ils sont très fatigués. Ce qui va favoriser les apnées, c'est l'obésité parce que à ce moment-là le tuyau par lequel vous respirez, il est infiltré de graisse, il est plus petit et donc il va se fermer plus facilement. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire plus d'apnée. Et donc, vous allez devoir être traité. Et actuellement, ça touche quand même entre 4 et 7% de la population, ce qui est assez énorme. Et ça nous occupe beaucoup au centre de sommeil. Quel que soit le centre de sommeil, il y a beaucoup d'enregistrements pour rechercher des apnées. Effectivement, mais je voulais savoir, l'appareil, c'est à vie ou... Alors, non, il ne faut pas dire que l'appareil est à vie pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a eu quand même des progrès, puisque moi, quand j'ai commencé, les appareils, c'était la table de nuit. Actuellement, on les met sur la table de nuit.
Ils ont quand même notablement réduit en termes de taille. Ils sont beaucoup plus performants. Les orthèses d'avancée mandibulaire sont des appareils qu'on met en bouche qui, au lieu de pousser par derrière avec l'air ou tirent en avant avec un appui sur les dents, ont été développés, sont maintenant remboursés par l'assurance maladie. Donc c'est moins contraignant et il y a toujours des recherches pour essayer de faire en sorte qu'on trouve des traitements moins contraignants. Mais les traitements initiaux, avant la machine, c'était de faire un trou dans la tranchée, une trachéotomie, et donc on avait un trou là pour respirer, ce qui était quand même encore plus contraignant. Donc il y a des progrès, mais ils ne sont pas encore finis. Oui ? Bonsoir, oui. Si j'ai bien compris, le long dormeur a un sommeil lent, léger, plus important. Donc si en plus s'il a du mal à s'endormir le soir et qu'il doit se lever le matin pour aller travailler, donc il n'a pas son quota d'heures de sommeil, quelle est la partie du sommeil qui est amputée et quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est le sommeil lent? Est-ce que c'est le sommeil paradoxal? Est-ce que c'est le sommeil lent léger qui est amputé? Voilà. Non, en principe, il va y avoir une réduction, si vous voulez, du sommeil paradoxal s'il est contraint le matin de se lever, alors que le soir, il va se coucher à l'heure qu'il veut et il va faire son quota de sommeil lent. Alors après, si vous voulez, il y a des périodes dans lesquelles il va pouvoir récupérer. Ça va être en vacances, ça va être les week-ends. Il peut également essayer d'organiser sa vie de façon à faire des épisodes de sommeil diurne. Alors là, on n'est plus dans la sieste, simplement amélioration des systèmes d'éveil en les mettant au repos, mais dans la sieste réellement productrice de sommeil. Bon, après, il faut voir un peu, c'est sûr que quelqu'un qui a besoin de 9 heures de sommeil, s'il a 1h30 de transport pour aller sur son lieu de travail, ça fait 3 heures, donc 9 et 3, ça fait 12. S'il travaille 8 heures, ça fait 20, il mange, on compte 2 heures, ça fait 22, il lui reste 2 heures dans la journée, quoi. Donc c'est sûr que ça va être pour lui une contrainte. Il peut regarder à peine un film, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est une contrainte. Oui, mais on dit souvent qu'il ne faut pas dormir plus longtemps le matin, le week-end. Mais ces gens-là, ils ont besoin de récupérer un petit peu le week-end. Oui. Et ça fait du bien, quoi. Ah, malgré tout. Oui, oui. Donc, mais là, on est dans le cadre de la récupération de la dette. Donc on va essayer de récupérer comme ça, oui. Non, mais ça, c'est sûr que... Mais c'est comme les gens qui travaillent la nuit. Les gens qui travaillent la nuit, ils vont avoir des périodes de sommeil quand ils ne travaillent pas la nuit qui vont être plus longues. Alors après, comme on a chacun sa taille de sommeil, dans les couples, ça peut parfois poser des problèmes. Parce que si vous avez une longue dormeuse avec un court dormeur, le monsieur a l'impression que sa femme ne l'aime pas parce qu'elle dort sans arrêt. Mais pas du tout. C'est qu'elle a simplement besoin de sommeil. Alors après, il faut qu'elle arrive à le comprendre, enfin qu'ils arrivent à comprendre que ça n'a rien à voir avec leur problème de couple et que c'est simplement un problème de rythme qui est différent, il va falloir s'harmoniser. Mais si les gens savent quels besoins ils ont de sommeil, ils vont trouver des solutions. Un des problèmes, c'est que les gens disent « je ne vais pas bien », mais ils ne savent rien sur leur sommeil. Et c'est ce que tu disais, la consultation sommeil, elle est vachement longue parce qu'on est obligé de faire un listing de tout ce qu'ils font. Et les gens me disent, attendez, moi je suis venu vous voir pour dormir, pas pour vous raconter ce que je fais dans la journée. Ça va être un peu compliqué à ce moment-là de savoir comment vous allez dormir si je ne sais pas ce que vous faites pendant la journée. Ouais, c'est ça qui est compliqué dans la consultation sommeil, je trouve. Tu avais parlé du rôle du sommeil pour nettoyer le cerveau. Et effectivement, c'est un rôle fondamental, mais aussi pour régénérer nos cellules. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Là, c'est quand même des résultats qui ont été obtenus chez la souris en termes d'effet volume et de nettoyage, si tu veux, mais qui me semble être quelque chose d'important. Si ce n'est qu'à prouver chez l'homme, ça sera particulièrement compliqué. Et je ne vois pas quel modèle on pourrait avoir pour essayer de retrouver cette histoire. On verra, peut-être qu'à un moment donné, des moyens d'imagerie permettront de mesurer, parce que et donc, comme on a fait dormir des gens dans des différents imageurs, bon, c'est des sujets normaux, mais on peut voir ce type de choses. Après, il y a un certain nombre de produits dont on peut voir en effet qu'il y a une élimination, mais ça c'est quand même assez compliqué. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une voie de recherche qui donne une piste
Mais pour l'instant, on n'a pas de modèle très facile à manipuler là-dessus. Et puis parce que aussi on évoquait que pendant le sommeil, tu avais l'élimination de toute une série de substances radicaux libres et aussi de produits, enfin de substances oxydantes et une amélioration et une régénération de nos cellules immunitaires pour aider aux défenses naturelles. Et que tous ces processus surviennent préférentiellement dans le sommeil et sont vraiment indispensables pour la régénération de nos cellules et aussi pour venir au quotidien détruire de potentielles cellules qui deviendraient cancéreuses et nettoyer notre organisme de tous ces déchets-là. Tout à fait. Et c'est là où, actuellement, les gens commencent à faire plus attention quand ils ont fait un accident, quand ils soignent des accidents vasculaires cérébraux, au sommeil de ces patients-là, en se disant que s'ils dorment mal, la récupération sera plus difficile parce qu'ils ont eu en effet là, des oxydants, des radicaux libres, etc., une agression cérébrale. Et s'ils n'arrivent pas à dormir correctement, ça va être plus compliqué pour la récupération. Donc c'est vrai que c'est des questions que maintenant les neurovasculaires se posent un peu plus qu'au début. Une question là devant moi. Il y a une dame qui a levé le doigt. Où est le micro? Ah, il y avait quelqu'un là-haut, pardon. Vous avez le micro. Bonsoir, j'avais une question. Si en journée on dort le temps d'un cycle complet, est-ce que ça va correspondre plutôt à un cycle de début de nuit ou de fin de nuit? Est-ce que ça va être réparateur et est-ce que ça va permettre de mémoriser ce qu'on a appris dans la journée, par exemple? Oui. Alors, deux choses. Si vous faites un sommeil avec un cycle complet dans la matinée, il sera plus riche en sommeil paradoxal. Si vous le faites dans l'après-midi, il sera plus riche en sommeil lent profond. Les deux types de siestes ont montré dans des protocoles expérimentaux d'apprentissage et de restitution qu'ils amélioraient après la sieste les performances du sujet de ce qu'il avait appris avant. Donc, en effet, quand vous apprenez quelque chose, le fait d'aller dormir derrière pendant 1 heure est quelque chose qui est, à mon avis, profitable pour consolider ce que vous avez appris. Merci. Alors j'avais vu, je ne sais pas qui a le micro, s'il y avait des questions qui restaient en haut, sinon... Oui, juste une question. Donc, quand on a le rythme de la semaine, on est amené à souvent se lever tôt, puis arrive le week-end, on a la possibilité de se lever tard, donc du coup on peut adopter des habitudes irrégulières de sommeil. Donc quelles sont les conséquences d'un sommeil régulier semaine ou week-end ou irrégulière sur la qualité du sommeil et des insomnies éventuelles? Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces variations le week-end soient trop importantes parce que qu'on décale son heure de lever de 1h30, 2 heures maximum, mais il faut bien penser que si vous décalez beaucoup plus, à ce moment-là, l'heure de coucher le soir va être très difficile pour trouver du sommeil. Donc la caricature, c'est l'adolescent qui se lève à 15 heures le dimanche, alors qu'il s'est couché à 5 heures du matin, et on lui dit, bon, demain c'est lundi, il faut que tu te couches tôt, donc à 20h30 tu te couches, ça fait 3 heures qu'il est levé, quoi. Donc il ne va pas se rendormir. Donc si tu veux, voilà. Donc on peut décaler le week-end, oui, parce qu'on va récupérer de la dette. Donc le fait de récupérer de la dette, ça ne va pas modifier le sommeil de la nuit d'après. Mais par contre, si tu décales trop, à ce moment-là, c'est plus de la récupération de la dette, c'est que ce ne sera pas possible, si tu veux, d'avoir une nuit correcte derrière. Et donc tu réenclenches une dette de sommeil la première nuit de la semaine. C'est ça le problème. Alors j'ai entendu que les ados se couchaient trop tard, ils regardaient trop les écrans. En revanche, les seniors se couchaient tôt. Qu'il y avait un déficit de communication peut-être sur les problématiques du sommeil. Il pourrait peut-être y avoir une campagne du style pour ton bien-être et le sien, passe ton écran à ton grand-père ou à ta grand-mère le soir. Voilà. Attention, ce n'est pas tous les seniors, c'est les seniors institutionnalisés qui se couchent tôt. Oui, non, mais c'est vrai que globalement, il y a un certain qui regarde les autres, ils regardent la télé la nuit. Les émissions, il n'y a pas d'heure. Oui, ça c'est sûr. Madame. Bonsoir, j'ai une double question par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, par rapport aux jeunes, très jeunes enfants et ados. N'y aurait-il pas possibilité de faire intervenir des gens comme vous au sein des établissements et des écoles,
comme des intervenants qui viennent dans les collèges ou les lycées pour parler d'addictologie, drogue, alcool, etc., qui font quand même réagir les jeunes, même si ce n'est pas forcément accepté. Je pense que vos messages pourraient être intéressants. Oui, mais je le fais. Donc, si vous voulez, je suis intervenu dans la région marseillaise, dans de nombreuses écoles, et c'est pour ça que, si vous voulez, c'est un message qui, pour moi, est très important, parce que il y a quand même un accueil qui est quand même globalement positif, parce que les jeunes se rendent compte qu'il y a un mal-être et qu'on leur dit... Alors bon, c'est vrai que les jeunes filles, quand on leur dit que la privation de sommeil, ça conduit à l'obésité, ça permet d'avoir une adhésion plus franche et massive sur le fait qu'elles ne veulent pas être en privation de sommeil. Mais hormis ça, il y a plein de jeunes qui ont constaté que quand ils ont du mal à retenir, ils ont du mal à comprendre, et qu'il y a des jours où ils dorment bien et ils comprennent mieux. Et donc le fait d'avoir cette information, c'est quelque chose qui est très utile. Bon, après, et en plus, globalement, les professeurs sont très motivés pour essayer de faire quelque chose pour le problème de sommeil des ados qu'ils ont devant eux. Attendez, quand vous avez 10 élèves dans une classe qui dorment, le prof, ça ne le met pas dans une joie énorme, quoi. Vous parlez du sud de la France, mais sur Dijon, je n'ai jamais entendu parler de ce type d'intervention par rapport à mes enfants qui sont maintenant en études supérieures. Alors Oui. ça s'est déjà fait, hein, on est déjà intervenu au sein de collèges, de lycées. Les infirmières du service ont d'ailleurs fait des exposés très enrichissants. Elles sont même allées jusqu'à Cluny aussi pour intervenir dans des écoles et lycées et autres, enfin des écoles prépa. C'est vraiment une demande qui émane du chef d'établissement et donc ça dépend de leur projet. Après, effectivement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes parce qu'on est très peu nombreux et soit on est dans notre service pour voir les patients, soit on est dans les écoles, mais malheureusement on ne se dédouble pas. Donc après, il y aurait certainement beaucoup de demandes si on offrait une large disponibilité, ce qui n'est pas le cas. D'accord, merci pour cette question. Deuxième et dernière question. On n'a pas abordé les rêves et les cauchemars pendant le sommeil. Alors souvent, on a des cauchemars qui reviennent à répétition depuis des mois ou des années. Pourquoi ? Et pourquoi on rêve et pourquoi on fait des cauchemars ? Est-ce que ça peut être expliqué ? Alors, les rêves, il s'agit d'une production mentale au cours du sommeil. Et au cours du sommeil paradoxal, cette production mentale est beaucoup plus riche en termes émotionnels. Et donc, c'est des rêves qui sont plus proches, si vous voulez, d'histoires avec un script, etc. Donc, c'est pour dire que le sommeil lent est moins riche en rêves de ce genre. Alors, pour ce qui est des cauchemars, c'est une histoire qui est triste ou qui est angoissante, etc. Mais si vous voulez, ça reste une production mentale. Et donc, pourquoi je pense à telle ou telle chose, ça dépend de ce que j'ai fait dans la journée, ça dépend de ce qui s'est passé, etc. Après, il y a l'autre problème qui est le cauchemar récurrent. Le cauchemar récurrent, c'est-à-dire je rêve toujours à la même chose qui m'angoisse, etc. Et il y a certains sujets qui ont du mal à dormir parce qu'ils redoutent de faire ce cauchemar. Alors, il y a une catégorie de rêves qu'on appelle les rêves lucides, dans lesquels vous rêvez et vous savez que vous êtes en train de rêver. Et c'est une catégorie qui est connue depuis Hervé de Saint-Denis, qui est un écrivain du siècle dernier, qui racontait comment diriger ses rêves. Et donc, il raconte une très belle histoire parce qu'il avait un rêve comme ça dans lequel il était agressé par un individu avec une troupe. Et il était complètement terrorisé, il se réveillait en suffoquant, etc. Et comme il avait cette possibilité de se dire « je suis en train de rêver », un soir, il s'est dit plutôt que de partir en courant, s'il m'attaque, je me retournerai pour les décrire. Et donc c'est lui qui décrit cette histoire. Et donc la nuit, il est à nouveau attaqué, il se retourne, et les types qui se précipitaient sur lui, il n'en reste plus qu'un, et qui, au fur et à mesure qu'il s'approche, devient une espèce de tas de vêtements qui disparaît, et il n'a plus refait ce rêve. Et donc, à partir de cette expérience-là, il a eu le développement de thérapie dans lequel on essaye de sensibiliser les gens au fait de faire un rêve lucide,
Donc, de façon à ce que ces rêves récurrents disparaissent, avec un certain nombre de résultats très intéressants. Donc les gens notent leurs rêves le matin, le soir ils le relisent et ils modifient les scénarios, et puis quand le rêve arrive, ils se disent ça y est, c'est le rêve qui arrive, etc. Et au bout d'un moment, ils arrivent à maîtriser ce type de rêve désagréable, à condition qu'on ne soit pas dans le cadre d'une d'une névrose post-traumatique, parce qu'il y a eu un traumatisme très important, auquel cas, là, il faut un soutien qui est pas simplement ce genre de choses. Mais pour les cauchemars récurrents, ça marche assez facilement, à condition. Donc, premièrement, vous notez le rêve, le cauchemar, vous le décrivez, le soir, vous le relisez, vous modifiez les scénarios et vous allez vous coucher. Et il y a des chances que vous arriviez à le maîtriser. Pas à tous les coups, mais il y a de bonnes chances. Je vous propose une dernière question. Madame, c'est à vous. Qui avez le micro. C'est à vous. Oui, alors je voulais vous demander, je crois que vous en avez parlé, est-ce que c'est vrai que le manque de sommeil favorise l'obésité? Ce qu'on lit régulièrement dans les journaux. Alors, le manque de sommeil favorise l'obésité. On a plein d'arguments actuellement pour le voir, parce que ça favorise, je vous dis, la sécrétion de gréline par rapport à la leptine. La leptine est une hormone qui nous coupe l'appétit, et la gréline est une hormone qui nous stimule l'appétit, donc on va manger plus. En plus, il y a ce qu'on appelle une insulino-résistance, c'est-à-dire que l'insuline va faire moins bien rentrer le sucre dans les cellules, et donc il va y avoir une prise de poids liée à la privation chronique de sommeil. Attention, quand je parle de privation chronique de sommeil, je ne fais pas du tout référence à quelqu'un qui serait insomniaque. Un insomniaque, c'est un problème, il n'est pas forcément en privation chronique. D'accord ? Lui, il trouve qu'il ne dort pas assez, qu'il dort mal, etc. Mais la privation chronique, c'est j'aimerais dormir plus et on m'empêche de dormir plus. Ça fait le lit de l'obésité. Et c'est pour ça que chez les travailleurs de nuit, il y a beaucoup plus d'excès pondéral que chez les travailleurs de jour. Toutes les études épidémiologiques le montrent. Donc on va être en privation chronique de sommeil et donc on va avoir tendance à grossir. Une deuxième question, alors vous parlez des insomniaques, parce que madame disait que les gens disent je dors pas, mais ils dorment, mais quand vous voyez le réveil et que vous voyez défiler toutes les heures, vous dormez vraiment pas. Qu'y a-t-il à faire pour ça? Alors en plus, en dehors des somnifères, qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture par exemple? Non, globalement, ce qui marche le mieux dans l'insomnie actuellement, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. C'est-à-dire que vous allez avoir des connaissances sur le sommeil, on va vous demander de modifier votre comportement, de supprimer un certain nombre de pensées dites dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'il faut que je dorme 8 heures, sinon je vais être fracassé, si je passe une mauvaise nuit, etc. Donc il y a tout un travail qui va être fait de façon... Parce qu'un des problèmes, c'est que, de fait, vous avez un certain nombre d'insomniaques qui dorment très peu, mais vous avez un certain nombre d'insomniaques qui ont un temps de sommeil qui n'est pas extrêmement abaissé, mais par contre, ils n'ont pas une perception de leur sommeil. Donc c'est pour ça que... Et après, vous avez des insomniaques parce qu'il y a des phénomènes douloureux. Donc, si vous voulez, il faut déjà quand même arriver à un diagnostic précis de pourquoi le sujet est insomniaque. Si vous avez quelqu'un qui a une douleur chronique qui l'empêche de dormir, s'il a un syndrome des jambes sans repos, bon, donc il faut quand même faire le tri d'abord. Tous les insomniaques ne se valent pas. Certains insomniaques ont un trouble majeur de la perception du sommeil, d'autres ont un stress très important, d'autres, au contraire, ont des espèces d'états dépressifs parce que le manque de sommeil entraîne une dépression. Donc il faut... Voilà. D'autres, ça va être en fait des problèmes rythmiques. Donc voilà. Il y a plein de choses à fouiller pour comprendre pourquoi le sujet ne dort pas. Et après, dans l'insomnie la plus commune, qui était avant appelée l'insomnie psychophysiologique, ce qui marche le mieux, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on va vous donner des informations pour mieux comprendre votre sommeil et pour faire en sorte que votre sommeil, que votre période au lit soit plus riche en sommeil qu'en éveil. Donc il va falloir adapter son comportement. Et pour savoir quel type d'insomnie on a, est-ce que le centre du sommeil est... Ah oui. On peut demander une consultation au centre du sommeil quand on est insomniaque. Vous pouvez demander une consultation, vous vous référez à votre médecin traitant pour qu'il fasse déjà un déblayage des premières causes de base. Et puis ensuite, il vous réfère.
Oui, tu as tout à fait raison de dire ça, parce que les insomnies, c'est 10% de la population. Dans les centres de sommeil, on ne peut pas accueillir 10% de la population. Il vaut mieux que le médecin traitant, d'abord, essaye de réfléchir un peu pour essayer d'éliminer un certain nombre de choses simples. Très bien, merci Marc pour cette belle conférence. Donc, le mot de la fin, ce sera de vous souhaiter à tous une bonne nuit pour bien récupérer et donc pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité. Merci d'être venus. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je souhaiterais remercier nos deux intervenants, le docteur Lemesle Martin du CHU de Dijon qui a modéré cette session et puis notre conférencier, le docteur Marc Ray de l'APHM. Et je vous rappelle, puisqu'il ne vous l'a pas dit, mais si vous voulez prolonger cette réflexion, le docteur Marc Ray a publié récemment un livre « Quand le sommeil nous éveille » aux éditions Solar, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Merci à vous deux et bonne soirée.